Bonjour à tous, ravi d'être avec vous à nouveau ce matin pour ce nouveau webinaire Julie Esterwen qui doit répondre à la question: les dispositifs d'innovation servent-ils réellement l'innovation? Question un peu impertinente, mais ça c'est notre style chez Julie Esterwen de poser des vraies bonnes questions. Alors, avant de vous présenter nos invités pour répondre à cette justement question, quelques mots sur Julie Esterwen, parce que pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc Julie Esterwen, c'est la fusion de deux cabinets en 2015, qui étaient Bernard Julier et Esterwen, cabinet en stratégie organisation. Et que faisons-nous aujourd'hui? Nous accompagnons la transformation des organisations, d'où notre baseline conseil en stratégie, transformation et innovation. Ça tombe bien par rapport à ce matin. Nous sommes aujourd'hui plus de 550 collaborateurs. On a terminé notre année 2022, on n'est pas peu fiers, avec 85 millions de chiffre d'affaires, 30% de croissance sur l'année dernière. Et nous combinons différentes expertises autour de 4 pôles, ce que nous appelons aujourd'hui le business transformation, la people transformation, l'agile transformation et le digital transformation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux problématiques de transformation des organisations en combinant, quand c'est pertinent, l'ensemble de nos 22 expertises. Voilà pour la petite présentation de Julie Esterwen. Et sans plus attendre, je vais donc présenter nos invités qui nous ont fait le plaisir de venir participer à cette table ronde et d'essayer de répondre à cette question avec il y a une erreur sur le slide. voilà, avec Cécile Semeriva, qui est donc la directrice de l'innovation de Citeo, Julien Villeray, qui est le directeur de l'innovation du groupe EDF, Sébastien, qui est partenaire chez Julie Esterwen et qui est en charge de l'activité stratégie et innovation, pour nous accompagner ce matin. Bonjour à tous, bienvenue. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Alors, sans plus attendre, j'ai une première question qui était liée finalement aux sous-questions qu'on avait posées pour cette thématique. On se disait, quel bilan pouvons-nous faire après ces 10 années d'innovation dans les organisations où ont été lancés des incubateurs, des accélérateurs, on a parlé d'intrapreneuriat, de start-up studio, de booster d'innovation, enfin beaucoup de dispositifs au sein des organisations. Et donc, première question finalement pour entrer dans le vif du sujet, quel bilan vous faites, vous, de ces 10 dernières années avec tous ces dispositifs qui ont été mis en place? Est-ce qu'on peut parler de franc succès ou de relatif succès ou voire d'échec? Peut-être Cécile, pour commencer, et puis Cécile, peut-être au passage, nous expliquer ce que fait Citeo, parce que lorsqu'on a préparé cette interview, on m'a dit il faut que je reprécise ce que fait Citeo. Oui, bonjour à tous. Effectivement, peut-être un mot sur Citeo. Donc, Citeo, c'est une entreprise à mission. C'est un éco-organisme qui a pour vocation de déployer en fait la collecte sélective de vos déchets, de vos emballages à la maison par la diffusion du bac jaune. Donc, les clients de Citeo sont tous les metteurs en marché de produits de consommation du quotidien. Nous travaillons avec toutes les collectivités territoriales de France et avec tous les opérateurs professionnels des déchets, emballages ménagers et papier. Voilà, donc très rapidement sur Citeo. Pour répondre ou tenter de répondre à la première question, c'est un peu challenging. Il est clair que les dispositifs innovation ont connu des succès assez variables ces 10 dernières années. Ce qui est certain, en tout cas en ce qui concerne Citeo, c'est que sur le sujet de l'innovation, lorsque l'on parle d'économie circulaire, par opposition à l'économie linéaire, on est bien sur quelque chose qui est durable et donc l'innovation est nécessaire pour mettre en place ce nouveau modèle économique. Donc, pour ce que moi j'ai pu identifier ces 10 dernières années, toute initiative qui correspond à un propos et qui permet le progrès continue, perdure. En revanche, dès qu'on est sur quelque chose qui est moins robuste, on se précipite dans des échecs. Mais on pourra en reparler un peu plus tard. Julien, toi, vision de ces 10 dernières années? Ouais, c'est évidemment la question la plus complexe, peut-être pas d'ailleurs, c'est la première ou la plus complexe qu'on aura ce matin, mais il y a autant de succès que d'échecs, il y a autant d'échecs de succès. La durée de vie moyenne des organisations d'innovation de l'entreprise est assez faible, assez limitée, quelques années en général. Puis un nouveau patron arrive et puis il change tout, et puis tout d'un coup,
le marché est bouleversé par X ou Y. Donc, honnêtement, la seule constante, c'est le changement. Hein. Et on sait tous, c'est ce qu'on vit dans nos organisations. La seule constante, c'est le changement. Tout change en permanence. Et donc, c'est très difficile de dire si ça a été un succès ou ça a été un échec. Je pense que c'est un peu tout ça, mon capitaine. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations. Il y a eu beaucoup de modèles d'organisation, de types de dispositifs qui ont été mis en place, les incubateurs, les startup studios, enfin, tout ce que vous connaissez. Et que dans tout ça, certains ont réussi, d'autres ont échoué. Certains ont réussi pendant un moment avant d'échouer, d'autres ont échoué pendant un certain temps avant de réussir. Et donc, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire des généralités. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'expérimentation et d'apprendre et de capitaliser sur ces différentes expérimentations, évidemment au sein des organisations, mais aussi entre nos organisations. Et on apprend beaucoup à regarder ce que font les autres. Moi-même, quand j'ai construit la direction d'innovation d'EDF il y a maintenant 2 ans, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce qu'avaient fait les autres et de m'inspirer de leurs succès et de leurs échecs. Et j'espère qu'on va continuer à avoir ce regard un peu de benchmark permanent parce que tout ça change en permanence. Sébastien, toi qui as peut-être une vision entre guillemets de benchmark justement par rapport aux clients que nous accompagnons, ta vision et puis par rapport à ton parcours personnel. Justement, pour reprendre ton terme, Julien, sur la vision, en fait, je pense qu'un des grands apprentissages des dernières années, c'est que finalement, peu importe les dispositifs, donc les moyens qui sont mis à disposition, en fait, là où il y a eu un vrai progrès, c'est quand la vision stratégique de l'entreprise intégrait pleinement l'innovation. Et là, on peut dire que une fois qu'il y a ce prérequis, finalement, les dispositifs, quels qu'ils soient, trouvent une certaine forme d'efficience. On le constate tant chez des acteurs industriels que des pure players digitaux, que d'autres typologies d'entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, en sachant que le tissu PME en France, mais en Europe de manière générale, est aussi extrêmement puissant en matière d'innovation, avec des moyens qui sont peut-être un peu moindres que ceux mis en place au sein des grands groupes. Donc, en fait, ces 10 dernières années, il y a eu de très très belles choses. Effectivement, je pense que le terme, c'est l'expérimentation. En fait, même si on regarde ce que font les autres, il y a toujours un cas unique qui concerne l'entreprise, effectivement, dans laquelle la direction innovation opère. Mais le vrai succès, c'est d'avoir testé beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un constat assez large, c'est que déjà tout test est un apprentissage, qu'il n'y a pas forcément, on parlait de notion d'échec dans ta question, Julien, je pense qu'il n'y a aucun échec en innovation, clairement. Le vrai défi à venir, c'est en revanche le processus de décision et la capacité à investir vite, parce que là, pour le coup, à l'extérieur du grand groupe, à l'extérieur de l'organisation, les mécaniques en place dans le secteur privé de l'investissement sont extrêmement robustes désormais. Et là, effectivement, il y a une course de vitesse qui s'engage entre l'écosystème de l'innovation et les grands groupes et organisations de moindre taille. Finalement, question sur ces directions d'innovation qui sont finalement assez récentes dans les organisations, en tout cas pour certaines. À partir de quel moment vous avez estimé, Julien et Cécile, que cette direction d'innovation que vous représentez était crédible au sein de l'organisation? Est-ce que vous avez des critères qui fait qu'aujourd'hui on peut se dire, oui, cette direction d'innovation sert la stratégie, sert le développement de l'organisation? Cécile, Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de critères. Moi, je dirais que c'est le développement de preuves. Pour rebondir sur le point de Julien sur l'expérimentation, à partir du moment où on a permis à l'organisation ou à l'écosystème de visualiser une amorce de solution très concrète, là, on a eu un retour positif sur le concept imaginé dès le départ. Voilà, réponse à une problématique, très bien, mais comment on permet à tout à chacun en interne et les parties prenantes externes de visualiser la concrétisation d'une problématique, d'une innovation. Julien? Je suis à 100% en phase avec ça. Mon ressenti, c'est qu'on a notre tête sur le bio en permanence, parce qu'on est des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond, on coûte de l'argent, c'est compliqué, on pousse les gens, la culture de l'entreprise dans ses retranchements. Et donc, on est tout le temps, en fait, sur un peloton d'exécution. Et puis, de temps en temps, on arrive à se décaler un peu de la direction du fusil parce que on a atteint un objectif qui nous a été fixé, on a prouvé qu'on avait créé une valeur, et donc on a gagné quelques mois de vie. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça. Et j'incite mes équipes à se vivre comme ça.
comme des gens qui, voilà, par la démonstration, par la preuve, gagnent un peu de vie supplémentaire, de points de vie supplémentaires, si on était dans un jeu vidéo, parce que par définition, on est là, on est des poils à gratter. Sinon, on n'est pas en train d'innover. Si on est juste en train de stretcher un peu le cadre existant, c'est pas tout à fait le rôle qui nous a été attribué. Et donc, pour réussir à faire ça, je pense qu'il y a un point essentiel, c'est la question des objectifs. On sert à quoi? Est-ce que président, COMEX, je ne sais pas, enfin le management a fixé un objectif clair à l'innovation? Et ça peut être plein de choses. Ça peut être développer les big data, développer donc la rentabilité, développer du chiffre d'affaires, créer de nouvelles activités avec telle ambition, ou améliorer simplement le recrutement des jeunes, que sais-je. Ça peut être plein de choses. Mais est-ce qu'il y a un objectif mesurable et est-ce qu'en face, on peut mettre des résultats? Et donc voilà, je pense que c'est ça qui est à la fois exaltant dans le job, mais aussi compliqué, c'est que voilà, je pense qu'on remet en jeu finalement fréquemment, en tout cas, notre crédibilité. Et quand on veut mesurer l'impact de l'innovation, on entend souvent il faut donc avoir un ROI en fait. Il faut pouvoir mesurer le ROI. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le seul critère finalement qui contribue à la crédibilité d'ailleurs du département innovation? Le ROI est insuffisant. Bien sûr, il est nécessaire, mais c'est le serpent de mer. Le ROI de l'innovation, on l'a cherché, on le cherche et on le cherchera. Ce qui a changé, en tout cas dans le secteur de l'économie circulaire, c'est le sujet de la mesure de l'impact. Au-delà du ROI, c'est l'impact. Et quand on parle d'impact, on parle des fameux critères ESG, donc environnementaux, sociaux et sociétaux, et de gouvernance des projets de l'entreprise. La finance à impact a explosé. C'est pas forcément les grandes banques, les grands institutionnels, mais c'est bien les spécialistes de l'impact. Alors derrière l'impact, on met plein de choses. On est en train de rationaliser et nous, en l'espèce chez Citeo, on est en train de mettre en place un indice de circularité pour objectiver ce que c'est que l'économie circulaire. Concrètement, ce ne sont pas que des innovations technologiques, mais on va vraiment davantage vers des innovations d'usage, des innovations autour de la fonctionnalité, des éléments plus subjectifs qui sont pas évidents à calculer, mais en tout cas, voilà, on essaye de se baser sur ces critères ESG et de développer de nouveaux critères qui soient complémentaires au ROI. Julien, chez EDF, ce ROI? Alors nous, on a décidé de construire notre indicateur qu'on appelait V2I, en l'occurrence valorisation de l'impact de l'innovation. Je rejoins le mot impact de Cécile, et qui repose sur 3 critères. Un critère économique. Est-ce qu'on a développé, alors en l'occurrence selon les sujets, encore une fois, une valeur économique à travers de la marge, à travers du chiffre d'affaires, etc. Une valeur stratégique. Est-ce que ça nous permet de nous positionner stratégiquement là où on veut être par rapport au plan stratégique de l'entreprise, parce que souvent l'innovation chez nous, en tout cas, on la met au service du plan stratégique, c'est-à-dire là où on a des trous dans la raquette, comment on les comble avec de l'innovation. Et puis la valeur de marque, c'est-à-dire est-ce qu'on a développé l'image de marque d'EDF, puisque pour nous c'est une valeur extrêmement forte chez EDF, c'est une des choses qui nous différencie peut-être d'autres grandes entreprises, c'est que nous, on considère qu'une grande partie de notre valeur, notre capacité à faire notre métier, à vendre à nos clients, mais aussi à développer des installations industrielles, vient de la confiance que les gens ont en EDF, et donc la valeur de marque est très importante aussi dans l'innovation. Donc c'est ces 3 dimensions et on les mesure de façon assez spécifique. Alors voilà, quand je dis ça, on a l'impression que c'est un système beau, pur et parfait. Évidemment, ça l'est pas. Donc on est tout le temps en train d'ajuster, en train de regarder comment on peut être plus précis et pointu sur ces différents critères. Mais en tout cas, c'est ça notre grille de lecture de ce ROI. Alors ROI, ça veut dire retour sur investissement. Donc oui, on peut considérer que c'est un retour sur investissement de mesurer ces trois dimensions-là. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait. Sébastien, toi, de ce que tu observes aussi dans les autres organisations, sur cette notion de ROI? Il y a à la fois ce que j'observe et des convictions fortes à titre personnel, enfin, et collectif, hein, avec l'équipe. Je pense que le ROI est insuffisant, certes, mais absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger cette dimension financière et économique. Je rejoins les différents critères que je rassemble en fonction de… C'est toujours pareil, il y a quand même un point de départ chaque structure a son ROI. On va dire qu'il y a le ROI de l'innovation au niveau du groupe, il y a le ROI de l'innovation au niveau de l'écosystème, il y a le ROI de l'innovation au niveau de la chaîne de valeur, il y a le ROI de l'innovation par le projet sous-jacent, il y a le ROI de l'innovation pour la structure d'incubation et d'accélération. Et donc, en fait, on se rend compte que sur une chaîne de valeur de l'innovation assez simple, hein, en 3 étapes avec idéation, validation, amplification, en fait, le ROI, il est vraiment estimable à la fin de la validation et surtout au moment du passage à l'échelle. Donc en fait, effectivement, il faut s'armer de patience parce qu'on est vraiment sur un moyen long terme. L'innovation ne peut pas avoir un critère de
retour sur investissement à court terme. Une innovation qui doit délivrer en 3 mois, bon courage. La réalité, alors, il y a des choses possibles, encore une fois, on parle souvent de quick win, mais si le quick win est privilégié parce qu'il faut un ROI à court terme, ça veut dire qu'on va manquer des occasions de créer les enablers d'une innovation à plus ou moins long terme. Donc en fait, il y a vraiment une question de priorisation. Et donc en fait, moi j'aime bien diviser en 2 sujets, la valeur, la création de valeur. Et donc là, on peut rejoindre la partie marque, la partie strat, la partie visibilité, même la partie recrutement. C'est assez intéressant. Quelle valeur on a créée dans son écosystème, au niveau de l'entreprise, au niveau de telle direction, d'une business unit par exemple, etc., etc. Donc là, on peut avoir des choses assez intéressantes. La valeur d'usage, la valeur de marché, la valeur de désirabilité, ça c'est vraiment un sujet important, donc la valeur. Et ensuite, il y a la notion de croissance, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir détecté une poche de valeur, mais en réalité, la question clé, c'est qu'il y a une notion de durabilité, c'est-à-dire comment l'entreprise va se transformer dans le temps, comment elle va exploiter au mieux cette poche de valeur. Et donc là, il y a les conditions de la croissance. Les conditions de la croissance, c'est un ROI également, c'est-à-dire que quels sont les moyens que l'on met à disposition de chacun des projets ou de ce portefeuille de projets pour exister demain. Et ça ne veut pas dire que l'idée d'origine va persister. En fait, c'est là où on rentre dans les facteurs clés de l'innovation, c'est-à-dire la capacité à pivoter, la capacité à dire non à un projet, la capacité à l'accélérer avec un processus de décision qui est associé à un processus d'investissement. Là, en fait, il y a effectivement des critères qui rentrent en ligne de compte qui sont très fortement liés à ce qui a été dit, c'est-à-dire rationaliser finalement la circularité avec un indice propre qui prend en compte un très grand nombre de dimensions. Moi, j'aime bien parler effectivement des critères ESG. Moi, je dissocie dans l'équipe avec quatre sujets. C'est vraiment la dimension économique. Donc, on parle de ROI là pour le coup avec des termes financiers. La dimension sociétale, la dimension sociale. Et j'aime bien cette séparation que Cécile a faite parce que ce sont 2 enjeux qui parfois sont agrégés, mais en fait, fondamentalement, il y a 2 niveaux, il y a 2 leviers en fait. L'impact social humain, entre guillemets, les relations entre les différentes strates sociales qui font partie de l'écosystème en fait. On interagit avec ses salariés qui font eux-mêmes partie de différentes strates sociales et son écosystème extérieur. Et la partie sociétale, c'est-à-dire l'impact que j'ai sur le développement de la société à différents échelons également. Donc pour moi, cette dissociation, elle est extrêmement importante. Ensuite, il y a la partie environnementale, claire. Et encore une fois, j'ai mis cet ordre-là, mais on peut inverser les ordres sans aucun problème. On peut trouver une valeur économique dans un objectif environnemental. C'est assez merveilleux ce qui est en train de se passer depuis 10 ans. Et encore une fois, l'accélération, comme le disait Cécile, est en cours et à ne surtout pas négliger. L'investissement impact dans l'écosystème est désormais extrêmement fort. On parlait de 50% lors du Circular Challenge, je crois, de Citeo. Justement, 50% aujourd'hui des investissements sont à impact. Et ça, c'est intéressant. Justement, l'un et l'autre, vous avez parlé à un moment donné de passage à l'échelle. Je dirais que c'est un peu le Graal qu'on entend souvent, c'est-à-dire quand on est dans l'incubation de start-up, la fameuse start-up, on sent que le Graal, c'est le passage à l'échelle. Ma question est un peu la même pour vous. Est-ce que finalement, vous êtes, Julien et Cécile, à la recherche de ce fameux passage à l'échelle, une fois que vous avez identifié, développé l'innovation en tant que telle? Est-ce que c'est un Graal que vous cherchez, Cécile? Évidemment, le passage à l'échelle, c'est crucial, et notamment sur ce nouveau marché qu'est l'économie circulaire. Alors, on a des outils pour qualifier ce passage à l'échelle, mais qui ne sont pas forcément adéquats. On a la fameuse échelle TRL dont tout le monde parle pour passer des grades, etc., ce qui permet de qualifier l'évolution d'une innovation. En ce qui concerne l'économie circulaire, ça fonctionne pas forcément. Donc, du coup, on est allé chercher d'autres types d'échelles. J'essaie d'être concrète pour ceux qui nous entendent ce matin. C'est l'échelle SRL. Donc, c'est les solutions. Et les solutions, ça englobe des choses beaucoup plus larges. Donc, le passage à l'échelle, il n'est pas systématique. Il dépend d'un nombre de facteurs assez importants. Je dirais, il y a aussi cette petite magie de la rencontre humaine qui permet aussi d'aller beaucoup plus loin, et de l'engagement. Moi, je suis très attachée à ces critères humains, donc la confiance réciproque, l'engagement des décideurs et des équipes pour pouvoir aller au-delà de juste la croissance classique d'une innovation, et je retiendrai donc cette échelle SRL qui nous sert beaucoup. Et c'est un Graal, Julien, effectivement, et on y arrive de temps en temps. Julien, ce Graal, tu le cherches aussi? Oui, bien sûr,
Oui, c'est une question. Un de mes collègues et néanmoins ami d'EDF me dit toujours que notre job, c'est d'être une maternité et pas un orphelinat. Et je trouve que ce terme est assez juste. C'est-à-dire que nous, on est là pour créer des projets qui ont vocation à prendre leur envol. Et pour qu'ils prennent leur envol, il faut qu'ils arrivent à intégrer un business unit. Donc, il faut qu'ils aient à un moment la capacité, en tout cas, d'atteindre cette masse critique, cette taille critique. On a eu plaisir en 2022 d'avoir 4 de nos startups qui ont rejoint une branche métier chez nous. Et cette année, on est en train de regarder de très près 2 autres qui, pour le coup, vont peut-être aller chercher de l'argent sur le marché parce qu'elles se développent très très vite et qu'on aura probablement besoin d'avoir des actionnaires autres que l'EDF pour pouvoir soutenir leur croissance. Donc ça, c'est ça qu'on cherche. Évidemment, c'est ça qu'on cherche. Évidemment, ça marche pas à tous les coups. Évidemment, pour un succès, il y a 2 échecs. Évidemment. Néanmoins, je pense que si à la fin, encore une fois, hein, c'est ce qu'on se dit un peu depuis le début, ça ne produit pas de résultats concrets, l'innovation, autant aller à la pêche. Je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a besoin, à la fin, que ça produise de la valeur. Et pour que ça produise de la valeur, il faut qu'à un moment, ça se développe à une échelle compatible avec la taille de l'organisation dans laquelle l'innovation se crée. Et quand on est dans une très grande organisation, c'est le cas évidemment d'EDF, chez EDF, c'est un peu une difficulté. D'ailleurs, hein, à moins d'1 milliard d'euros, vous n'existez pas. Évidemment, vous imaginez bien que mes petites startups, elles génèrent de très loin pas des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, il y a aussi évidemment un potentiel à faire émerger pour donner envie à l'organisation de se dire, bah, ce petit objet à 1 million, 2 millions, à quelques millions, il a vocation un jour à valoir plusieurs centaines de millions d'euros, où là, tout d'un coup, il va exister dans l'économie de l'entreprise. Donc, c'est évidemment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Julien, sur EDF, par rapport au projet justement identifié et qui se développe, est-ce que la vocation de ce passage à l'échelle, c'est de sortir éventuellement cette innovation et de la mettre sur le marché, ou bien c'est d'irriguer les activités d'EDF? Ou c'est les deux finalement? C'est tout à fait les deux et ça dépend complètement à la fois du projet initial qu'on avait pour cette activité et ensuite de l'évolution organique de cette activité. Parfois, on change d'avis en cours de route, évidemment. Parfois, on se dit, bah, tiens, on va créer ça parce que ça va voilà, combler un déficit stratégique ou en tout cas que l'on projette dans l'avenir et c'est bien ça qui se passe et donc ça réintègre le métier. Parfois, on pensait avoir une activité qui avait de la valeur pour EDF stricto sensu et puis finalement, on se rend compte qu'elle a quasiment plus de valeur pour un marché beaucoup plus large que pour nous uniquement. Et donc, à ce moment-là, on l'ouvre au reste du monde. Vraiment, on est complètement ouvert à ça. Une de nos clés de lecture, c'est toujours de regarder évidemment l'attraction du marché. C'est-à-dire que même pour des activités que l'on crée uniquement pour EDF, on va toujours chercher des clients extérieurs à EDF. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est tous aveugles hein, quand on regarde notre propre business. Et donc, ce serait facile de se dire, bah oui, c'est formidable ce qu'on fait, c'est génial. Et puis d'ailleurs, c'est exactement ça qu'il faut faire. Si personne à l'extérieur d'EDF trouve ça bien, si personne n'est prêt à signer un contrat avec cette startup et acheter ses services, ses produits, etc., pour nous, c'est vraiment un drapeau rouge. On se dit, oh là, il y a peut-être quand même un truc, on est peut-être en train de s'illusionner. Donc, une des premières activités de nos startups incubées, typiquement, c'est d'aller chercher leur marché, d'aller voir des clients et d'aller signer des contrats. Et en général, quand on les spin-off, comme on dit, c'est-à-dire quand on crée vraiment des startups après la phase d'incubation, c'est quand elles ont déjà trouvé des clients et des clients qui ne sont pas que EDF. Sinon, évidemment, c'est un peu trop facile. Sébastien, sur ces différentes formes de passage à l'échelle, qu'est-ce que tu constates, toi? En fait, déjà, je constate, alors c'est peut-être ma petite seconde fierté, j'espère que vous m'excuserez par avance, mais en fait, oui, on peut passer à l'échelle. En fait, j'ai envie de dire, il suffit d'être bien accompagné. Enfin, si on prend les résultats, parce qu'on parlait de ROI, en fait, nous, on aime bien dire quand même si on est plutôt discret, que 1,6 milliard de contributions au PNL de nos clients, c'est un résultat concret. Alors évidemment, il est très compliqué à décliner, il y a plein d'exceptions qui ont permis de générer autant de contributions au PNL. Déjà parce qu'on n'a pas visé le court terme, on a visé le long terme. Et en fait, c'est en visant le long terme qu'on arrive à détecter des poches de valeur qui sont bien plus grandes que l'idée initiale. Et en fait, j'aime bien ce que tu dis, Julien, sur la maternité versus l'orphelinat. Parce que l'orphelinat reste une opportunité. Et en fait, au même titre que dans la société, on ne laisse pas un orphelin, entre guillemets, sans aide, en fait, il y a certaines idées qui n'étaient pas présentées au bon moment. Et en fait, une des poches de valeur de l'innovation, c'est de revisiter son portefeuille d'idées. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'en fait, ce sont soit des concepts qui étaient, conceptualisés un peu trop tôt.
Forcément, on ne peut pas forcer le marché à avancer dans un sens, même si la notion d'early adoption est extrêmement importante. Et je te rejoins entièrement, Julien, sur le fait qu'il faut aller voir au-delà des clients habituels d'EDF. Il faut avoir cette gestion, entre guillemets, d'une certaine forme d'ambidextrie ou de dichotomie entre ce qu'on vend d'habitude à des clients classiques, parce que le client attend de la part d'un groupe comme EDF telle ou telle solution. Et généralement, le commentaire que les innovateurs ont, c'est bon, écoutez, faites déjà bien votre boulot, et puis on verra peut-être éventuellement si on peut utiliser votre techno. D'ailleurs, vous nous l'offrez. Bon, bref, c'est ça, c'est classique. Donc, ça veut donc dire qu'il y a cette gestion de l'ambidextrie à gérer. C'est-à-dire qu'il faut absolument réussir à avoir une force de connexion avec le marché qui est un tout petit peu décalée par rapport à la force commerciale que le grand groupe peut utiliser au travers de ses BU. Et donc les orphelins, en fait, sont extrêmement intéressants, non seulement parce que de manière intrinsèque, ils peuvent arriver à maturité après 5 ou 6 années, voire même peut-être 10 ans, mais donc, quand c'est protégé par un brevet, c'est un potentiel de valeur absolument incroyable, parce qu'il y a encore 10 ans d'utilisation, et quand bien même le brevet a été imaginé dans un certain sens, en fait, l'utilisation, le pivot de ce brevet, de ses usages, peut être une source de valeur absolument incroyable, et ça, les grands groupes sont ultra équipés. Et donc ça, c'est vraiment une source de valeur importante. Et deuxième élément, ça peut être un accélérateur, ce brevet. C'est-à-dire qu'une idée qui apparaît 10 ans après peut trouver dans ce brevet, cette poche de valeur, un accélérateur, un moyen d'entrer sur ce marché de manière beaucoup plus fine. Et donc en fait, j'aime bien cette notion de maternité et orphelinat. Je pense que maternité, c'est l'objectif de l'innovation, c'est de couver. Effectivement, il faut protéger pour justement donner naissance. Et en même temps, l'orphelin, c'est quand même un projet qui, entre guillemets, est né, mais qui a été un peu laissé de côté. Ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe pas, ça veut simplement dire que ce n'était pas le bon moment. Et il faut le garder en tête. Et donc, en fait, sur le passage à l'échelle, derrière, il y a des moyens qui sont extrêmement importants. Et généralement, on néglige un tout petit peu trop l'écosystème parce qu'en fait, on a besoin de cet écosystème pour émerger. On ne peut pas le faire seul. Et c'est là où je pense que ces dernières années, s'il y a peut-être un constat un peu dur que je vais émettre, c'est que je trouve que la collaboration au sein de l'écosystème est très difficile. Bon nombre d'innovations que collectivement, c'est-à-dire plusieurs entreprises réunies autour de la table, collectivement, on a fait émerger. Généralement, on se dit « Ah, c'est tellement bien cette innovation que je vais la garder pour moi ». Et là, on a un vrai sujet. Parce que quand on parle d'écosystème, d'innovation, on parle d'écosystème à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Les réglementations, parfois, sont complexes, mais ce sont aussi des opportunités. Et là, je me dis que sur le passage à l'échelle, en fait, les moyens des uns et des autres, mis à contribution d'un nouvel écosystème plus large, là, il y a une source pour accélérer, pour passer à l'échelle. Et enfin, dernier point, je suis désolé, je suis un peu long, mais je pense qu'effectivement, tout passage à l'échelle doit être drivé, c'est malheureux aussi à dire, par le business, c'est-à-dire la traction. Et je pense que la profondeur de marché doit être vraiment calibrée. Et après, la stratégie d'entrée sur le marché doit être extrêmement fine. Une stratégie d'entrée sur le marché, c'est de la tactique. Ce n'est pas une vision stratégique, c'est vraiment une tactique d'entrée sur le marché pour maximiser finalement la pénétration dans une poche de valeur. Et ça, c'est extrêmement important de le travailler. Et là, malheureusement, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas de méthode miracle, si ce n'est, entre guillemets, un bon accompagnement. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la notion de ce qui fait que l'innovation peut s'épanouir, si je peux appeler ça comme ça, dans l'organisation. Et finalement, la question que je me posais, c'est comment on maximise la propagation de cette innovation? Est-ce qu'il y a des environnements qui sont plus propices à la propagation de cette innovation? Et je serais intéressé d'avoir, encore une fois, le point de vue de Cécile, qui est donc, par rapport à Citeo, et Julien, par rapport à un groupe comme celui d'EDF. Cécile, comment fait-on? Ouais, comment on fait? Beaucoup d'humilité déjà, beaucoup de pédagogie en interne, de l'acculturation, c'est un grand mot. En tout cas, pour l'exemple de Citeo, il n'y avait pas d'innovation il y a encore quelques années. On a créé cette cellule innovation et on s'est dit que ça suffisait pas. L'innovation n'a pas vocation à être une énorme structure. Au contraire, il faut que ce soit une cellule hyper agile, avec une rythmique assez différente du reste de l'entreprise, tout en étant hyper connecté au business unit. Donc, on a juste nommé des référents innovation dans toutes les business units de façon à pouvoir recueillir les expertises et croiser les regards. Et en tout cas, ma conviction, c'est que de toute façon, dans cette économie circulaire, on ne peut pas innover tout seul parce que c'est une chaîne de valeur. Tout est absolument imbriqué. On a besoin des expertises de chacun. Donc, la collaboration dont on parlait, elle est clé.
L'écosystème, il est clé et pour maximiser, il faut aller chercher les expertises en interne. Il faut qu'ils soient nommés, il faut qu'ils aient une partie de leur feuille de route qui soit dédiée à l'innovation de manière à pouvoir travailler ensemble. Après, c'est toujours de l'engagement, mais ça fonctionne assez bien de cette manière. C'est assez simple, hein. Une cellule qui coordonne, qui permet d'impulser et ensuite des référents qui sont des relais et dans les deux sens. Julien, chez EDF, comment on fait pour exister? Euh, c'est évidemment une question compliquée. C'est pas spécialement lié à EDF. J'ai quelques cheveux gris, comme vous le voyez, donc j'ai quelques heures de vol et j'ai vu dans beaucoup de grandes organisations la même difficulté. L'entreprise est structurellement construite pour être conservatrice et pour être risque adverse. Et c'est normal parce que ce qu'on demande à l'intégralité des salariés, c'est de s'assurer qu'ils font leur boulot, que ça génère du résultat et surtout qu'on maîtrise les risques. Évidemment, l'innovation, c'est à peu près tout l'inverse. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va, on essaye des trucs, ça coûte de l'argent et en plus, c'est ultra risqué. Donc, on est vraiment culturellement en opposition avec une entreprise normalement et sainement, j'allais dire structurée. Et donc ça, c'est évidemment la difficulté à laquelle je crois on fait tous face. La façon dont Cécile a décrit l'organisation me paraît très juste et on a à peu près les mêmes modes de fonctionnement et on y ajoute des shortcuts, des façons, enfin des chemins de traverse, des façons de court-circuiter l'organisation pour pouvoir faire remonter des projets, pour pouvoir aller imposer aussi les choses à certains endroits quand on pense que vraiment il faut être un peu plus autoritaire que d'habitude, parce que c'est aussi une façon parfois de forcer un peu le système. Et donc on fait comme beaucoup d'organisations, hein, c'est pas très original, hein, des appels à projets, des prix. On accompagne tout un tas. Nous, on a un projet qui s'appelle Projet Y, par exemple. On identifie une trentaine de jeunes dans le groupe chaque année et on s'en sert vraiment comme capteur de l'innovation et comme on les fait travailler sur des projets d'innovation directement pour les métiers. On a dans notre incubateur des appels à projets pour faire remonter directement des projets sans que ça passe par le management, etc., etc. Donc, on essaye de court-circuiter comme ça l'organisation. Mais oui, c'est difficile et c'est difficile parce que, et c'est normal, l'entreprise, elle est structurée pour être risque adverse. Et j'allais dire heureusement, parce que sinon, ça serait quand même un grand bazar un peu partout. Et c'est cette difficulté-là à laquelle je crois on fait tous face, mais c'est ce qui rend aussi le job évidemment intéressant. Hein. C'est d'essayer de jouer avec ce conservatisme ambiant. Sébastien, est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a, dans ton benchmark, tu vois des organisations qui sont plus propices au développement de cette innovation ou est-ce qu'il y a des recettes de propagation de cette innovation? Alors, ce serait trop beau si je pouvais affirmer qu'il y avait des recettes miracles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conditions qui ont été citées, hein, et je pense que c'est aussi là qu'on s'entend sur cette matière innovation qui est très complexe et très large. En fait, j'entends plusieurs choses dans le discours de Cécile, dans le discours de Julien. La réalité, c'est qu'en fait, c'est une matière très fortement humaine. En fait, on a l'habitude dans le milieu de l'investissement de dire qu'il faut un marché, un produit et une équipe. Je pense qu'on s'entendra peut-être à dire que en fait, les trois conditions de réussite, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. C'est un peu un principe fondamental. En fait, c'est cette multiplicité des regards qui va faire que justement, on va avoir une vision un peu décalée. La notion de shortcut, elle est extrêmement tributaire en fait, de la qualité de l'humain derrière. En fait, c'est sa capacité à analyser une situation, à se dire je suis inconfortable avec cette situation, par rapport à ce point problématique, je fais émerger une idée parce que mon facteur cérébral marche plutôt bien et je suis capable derrière de solliciter une gouvernance qui me permet d'obtenir une décision rapide, même si le budget qui est associé est petit, peu importe, c'est pas une question de moyens, c'est une question en fait de décision rapide, de test and learn en systématique. Et donc ça, j'y crois beaucoup. Je crois qu'on aura beau imaginer le meilleur système pour cadrer l'innovation, en fait, c'est un leurre. La réalité, c'est qu'il faut donner des conditions de réussite, des facilitations, mais là, derrière, l'innovation est à proprement parler humaine. Donc ça dépend à la fois des compétences, ça dépend effectivement de l'état d'esprit que telle ou telle personne va être capable de développer. Alors ça paraît pas miraculeux, ça paraît pas comment dire scalable. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise souvent, mais la réalité c'est qu'en fait c'est ça, c'est la richesse des profils en interne. Et donc du coup en fait là où je rejoins peut-être, enfin je boucle la boucle d'une certaine manière sur le ROI de l'innovation. En fait, dans le pire des cas, le ROI, c'est la montée en compétence des forces vives qui font l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils auront appris
de cet échec. Alors, échec, c'est très binaire, c'est très français, c'est un peu malheureux, je trouve, comme terme, mais ils auront appris de cette expérience. Et en fait, ça irrigue, ça se diffuse dans l'entreprise. Parce que si on est suffisamment intelligent collectivement, en fait, on va glorifier cet essai, on va glorifier cette expérience. Et cette glorification-là va permettre aussi peut-être de faire émerger un peu d'audace, parce qu'il faut de l'audace, en fait, pour réussir dans la matière innovation. Question là tout à coup qui me taraudait, je me demandais si un département innovation avait vocation à disparaître une fois que la culture d'innovation a été installée finalement. Alors, c'est un sujet c'est une question que je vous pose parce que la question se pose pour les directions de la transformation. On se dit ben voilà, une fois que la transformation est installée, on a vocation à disparaître. C'est quoi votre avis sur cette question, Cécile? On pourrait dire que oui. À partir du moment où on a initié un certain nombre de projets, on a testé et on a transmis, on fait monter en compétence chacun des métiers sur le sujet de l'innovation. Mais c'est quand même une clé un peu à part. Et si on donne pas de cohérence, si on ne coordonne pas, si on n'impulse pas, si on n'est pas le poil à gratter, s'il n'y a pas quelqu'un ou une petite cellule qui pousse, qui tire, qui va ailleurs, qui dérange, on va finalement rentrer dans le système évoqué par Julien de OK, l'entreprise, elle a un propos, elle a une stratégie, elle a une aversion pour le risque, on sécurise le business et là, c'est la mort de l'innovation. Donc, ma conviction, c'est que on doit conserver une cellule qui permette d'impulser et de choquer, d'avoir une rythmique un peu différente pour pouvoir conserver cette capacité qu'a l'entreprise à se transformer, à innover, à aller chercher de futurs marchés, des futurs souhaitables. Voilà, ça c'est ma conviction. Julien? Moi, ma conviction, c'est que l'innovation fait partie des fonctions régaliennes de l'entreprise. Et ce qui viendrait, mais une seule seconde à l'idée de quelque entreprise que ce soit, de dire, oh bah finalement, la boîte tourne bien, je vais arrêter ma direction d'audit. Je n'ai pas besoin d'audit, en fait, ça sert à rien, l'audit c'est chiant, puis en plus ils nous emmerdent, les auditeurs. Est-ce qu'on se dit la même chose de la finance, de la com, du marketing pour les entreprises grand public? Non, bien sûr, parce que c'est des fonctions régaliennes et que bien sûr, c'est tout le monde dans l'entreprise doit avoir faire de la finance, gérer de l'éthique et de la conformité, etc. Mais enfin, à la fin, il y a quand même quelqu'un qui impulse, qui donne le là, qui contrôle, qui vérifie, etc. Je pense que l'innovation est exactement dans ce cadre-là. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est une fonction régalienne. Ce qui serait très inquiétant, c'est que ce soit une fonction centrale, centralisée, centralisante. Ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut qu'elle soit à la fois centrale et distribuée. Je pense que c'est vraiment un dialogue entre les deux. Mais de la même façon que d'autres grandes fonctions régaliennes de l'entreprise. On pourrait se dire des RH, mais ce sera quoi d'avoir des RH? Il y a des managers, on leur donne un budget, ils gèrent leurs équipes, on n'a pas besoin d'avoir des DRH. Il me semble qu'il y a des DRH dans toutes les entreprises de France et du monde, probablement. Donc voilà, moi je positionne l'innovation de ce point de vue-là. Je ne pense pas du tout que ce soit un truc, on a besoin d'une étincelle et une fois que le feu a pris, pouf, on laisse le truc brûler tout seul. Je pense qu'évidemment, un feu, ça s'entretient. Hein. Si vous avez une cheminée, vous savez qu'un feu, ça s'entretient. Il faut mettre du bois, faut l'éteindre un peu parfois. Je pense que c'est vraiment la même chose. Donc voilà, ma réponse à cette question, c'est non. Je pense que il faut absolument garder ce dialogue permanent entre une fonction centrale de l'innovation qui organise, qui impulse, comme le disait Cécile, qui met le petit poil à gratter, et puis évidemment des gens qui sont de plus en plus autonomes et de plus en plus volontaires dans les business units, les équipes sur le sujet de l'innovation. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à l'innovation durable, qui est un sujet du moment. Déjà, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est l'innovation durable? Sébastien, qu'est-ce que, selon toi, l'innovation durable? En fait, ça dépend quand il y a plein de dimensions derrière. Je suis un peu gêné de la parole à ce sujet en premier, mais si je tente quelque chose, encore une fois, on a parlé des horizons de temps, court terme, moyen terme, long terme. Donc, l'innovation durable, c'est celle qui transforme, c'est celle qui agit sur le long terme, c'est celle qui finalement détecte des signaux faibles et qui derrière les exploite, même si le terme est probablement mal choisi, mais les exploite au mieux sur le long terme. Encore une fois, avec une vision, une perspective qui est bien plus large que, soi-même, si on est porteur de projet, la vision de l'entreprise, ça va jusqu'à l'écosystème, ça va jusqu'à une transformation majeure. On parlait de rupture technologique, c'est une vision extrêmement long terme. Quand l'État investit dans
l'innovation de rupture, dans l'innovation technologique, c'est pas une vision pour après-demain, c'est une vision pour dans 30 ans, dans 40 ans. Quand on voit les objectifs sur le climat, on n'est pas sur une vision de demain, parce qu'il faut rattraper 100 ans d'histoire industrielle. Donc il y a quand même quelque chose qui s'inscrit dans ce terme d'innovation durable, ou de transformation durable, ou d'innovation pérenne, qui est vraiment cette perspective lointaine. Il y a des vrais problèmes majeurs qui ne se régleront pas en un jour, et c'est pour ça qu'il y a des conditions pour mettre en place cette innovation. Donc cette innovation durable, elle est vraiment sur les dimensions qu'on a pu aborder là depuis quelques minutes avec Cécile et Julien, sur l'environnement, le social, le sociétal, l'économique. Ça, pour moi, c'est l'innovation durable. C'est véritablement, on peut entrer dans une phase d'innovation parce qu'on a perçu une incohérence. J'aime bien le terme de choqué. En fait, on est choqué quand on innove, on est choqué par quelque chose, on est interpellé par quelque chose. Donc, c'est ce constat qui fait que intuitivement, on va prendre le risque de développer une idée, de faire émerger quelque chose. Et c'est cette solution-là qu'il faut accompagner dans le sens durable, évidemment. Je ne sais pas si j'ai tenté quelque chose qui est cohérent, mais alors, je propose à Cécile et à Julien peut-être soit de compléter, soit de donner une autre définition. Je ne sais pas, Cécile? Oui, pour compléter, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Sébastien. Pour moi, l'innovation n'est pas une fin en soi, vraiment, et c'est en cela qu'on peut parler d'innovation durable. L'innovation sert à résoudre un problème. Et en ce qui me concerne, en tout cas, ce qui m'anime, la problématique qui nous est posée, c'est la préservation de la planète, de la biodiversité, notre impact, etc. Donc, ça s'inscrit évidemment dans la durée. Donc, pour moi, l'innovation est au service de la résolution de problèmes. Les problèmes environnementaux, sociaux et sociétaux, eh bien, on va pas les résoudre en 3 mois, en 6 mois, etc. C'est vraiment de l'itération successive en écosystème, et c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Julien, pourquoi tu te lèves le matin? Bah, pas mieux, hein, j'ai rien de plus à ajouter, ça a été extrêmement bien dit avant. Moi, je me lève le matin, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, hein, notre axe et notre filtre pour tout ce que l'on fait et pour tous nos projets d'innovation. Et donc voilà, nous, notre contribution, elle est là. Elle est durable parce que c'est un sujet évidemment de développement durable, mais la durabilité, et ça a été très bien dit, c'est évidemment derrière aussi de permettre à notre activité, notre entreprise, notre business de vivre sur le long terme. C'est ça, hein, donc on vient essayer de contribuer modestement à ça, c'est d'être encore relevant, existant, pertinent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Hein, donc voilà, mais c'est exactement ce qui a été beaucoup mieux dit par Sébastien et Cécile, donc je ne vais pas paraphraser. Cette innovation durable, objectivement, est-ce qu'elle peut s'appliquer aujourd'hui? Est-ce que là aussi, il y a des critères et des conditions pour qu'elle puisse se mettre en place? Ou bien quels sont les obstacles que vous rencontrez, vous, au poste auquel vous êtes? Sur la durabilité, il y a des visions hyper divergentes, il y a des postures, il y a des positions. Moi, je dirais que pour permettre une innovation durable, et c'est ce qu'on essaye de pratiquer, c'est vraiment de mettre autour de la table des visions complètement différentes, de les mettre dans un bocal, de les enfermer et de sortir avec des solutions, avec des engagements communs. Et pour l'avoir beaucoup pratiqué, c'est très simple, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Oui, et puis Julien? de bousculer ce bocal pour qu'il en sorte quelque chose d'imprévu. Oui. Julien? Difficulté, Je suis pas sûr d'avoir une réponse. Je suis pas sûr d'avoir une réponse à cette question parce qu'en fait, moi, mon sentiment, c'est que en permanence, heure après heure, jour après jour, on s'adapte à l'évolution des circonstances. Ce qui va être perçu comme durable par l'un ne le sera pas par l'autre. Ce qui va être des contraintes économiques, temporelles, etc. à un instant T vont peut-être disparaître ou se renforcer l'année d'après. Enfin, on est quand même tout le temps dans cette posture un peu d'équilibrisme hein, ou de funambulisme. Voilà, donc je suis pas sûr d'avoir une réponse à cette question en fait, si ce n'est qu'on essaye d'être le plus agile, allez, on va utiliser le gros mot, le plus agile possible en permanence. Cette notion d'innovation durable, Sébastien, comment tu la vois dans les autres organisations? Déjà, je crois que, en fait, il y a peut-être un rôle aussi qu'on doit tenir en tant que conseil. C'est que je pense qu'aujourd'hui,
on ne peut pas simplement écouter les points problématiques qui sont remontés par le marché et s'abstraire entre guillemets de la problématique environnementale et climatique. Et on serait en défaut de conseil si on ne prenait plus cette dimension. Je crois que là, on a une responsabilité, nous, qui côtoyons un grand nombre de décideurs, de mettre toujours ce sujet en premier lieu, en fait. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'on peut les aider, mais en revanche, il faut véritablement prendre conscience de ces enjeux. Donc, l'innovation durable, c'est plus un débat. Alors, c'est peut-être choquant, c'est peut-être perturbant, c'est peut-être pénible d'ailleurs. Hein. Souvent, on me dit, Sébastien, écoute, c'est gentil, mais bon. En fait, il y a 10 ans et il y a 20 ans, en fait, l'innovation, c'était la communication il y a 20 ans. Il y a 10 ans, l'innovation, ça a commencé à se structurer. Maintenant, l'innovation durable, c'est plus un sujet, en fait. Et il faut le mettre au plus haut niveau décisionnel de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Et du coup, ça me permet, Julien, par rapport à ta question, de croiser aussi avec un autre élément de la question précédente. Est-ce que l'innovation, la structure de l'innovation doit disparaître? En fait, si on crée l'hypothèse que oui, l'innovation structurelle doit disparaître, ça veut donc dire que l'innovation est partout, parce que sinon, ça n'a pas vocation à disparaître. Mais quand l'innovation sera partout, en fait, on manquera des occasions. Et donc, du coup, c'est pour ça que la structure de l'innovation est nécessaire. C'est vraiment une fonction régalienne essentielle. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a deux typologies d'innovation. Il y a l'innovation dite incrémentale. Et effectivement, l'acculturation de l'ensemble des collaborateurs dans une organisation est nécessaire parce qu'il faut améliorer en permanence. Ce n'est pas la structure innovation qui va imaginer chaque innovation de chaque process, de chaque situation. Ça, c'est la responsabilité de chaque salarié dans l'organisation. Et si on peut dire que l'innovation incrémentale doit être durable, je pense que déjà la transformation de l'organisation se fera effectivement de manière efficace. Néanmoins, à côté et en même temps en communication permanente, il y a cette notion d'innovation de rupture, c'est-à-dire ce qui va bousculer la chaîne de valeur, ce qui va bousculer l'écosystème, ce qui va bousculer les frontières géographiques, qui parfois sont certains blocages, sont des blocages assez importants. Cette innovation de rupture, s'il n'y a pas des regards, des cerveaux, des compétences qui observent ces mouvances, qui détectent ces signaux faibles, en fait, l'organisation va passer au travers de certains sujets. Et c'est ça le danger, quand on reprend le terme de Julien qui est très juste, c'est de passer les âges. En fait, la vraie innovation, c'est de continuer à vivre. L'instinct de survie qu'on n'a plus vraiment à titre personnel dans nos sociétés très développées, très protectrices, etc. Cet instinct de survie, il doit être permanent, quotidien pour nos entreprises. Et une direction générale, si elle n'est pas orientée à 90% vers cette innovation dite de rupture, encore une fois, rupture est maladroit parce qu'on parle plus de rupture technologique, mais si 90% du temps n'est pas alloué à l'innovation de demain, à la position stratégique de demain, en fait, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et du coup, on rate des choses. Et du coup, là, on va prendre un sujet d'actualité avec ChatGPT-3. Oui, Microsoft, oui, Google, oui, d'autres géants peuvent passer à côté d'une rupture comme celle-ci. Et c'est pas sans rappeler le phénomène Kodak qu'on a bien cité sans véritablement toujours le comprendre. Mais finalement, ils avaient tous les moyens de réussir. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Aujourd'hui, ils ont peut-être la réponse. C'est un peu tard. Alors, comme on est, vous savez, Julius Esterwen, c'est la compagnie de transformation People et Business, je vais vous poser une question dite People, Cécile et Julien. En fait, la question que peuvent se poser nos auditeurs, enfin en tout cas les participants de ce webinaire, c'est finalement, si moi, un jour, je veux devenir directeur d'innovation ou je suis directeur d'innovation, c'est quoi le profil idéal d'un directeur d'innovation? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question un peu saugrenue? Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous avez des compétences en l'occurrence? Peut-être. Alors peut-être, si je précise, est-ce que vous voyez des compétences que vous avez qui font qu'aujourd'hui vous êtes à cette fonction? Moi, Cécile? je me jette à l'eau. Non, il n'y a pas de profil idéal, à mon avis. D'accord. Il y a peut-être un tempérament, un appétit, et moi, je parlerai de curiosité d'abord. Curiosité et confiance, partage. Voilà. Julien? Je vais construire sur ce qu'a dit Cécile. Je suis complètement d'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait évidemment un profil idéal. Je crois que fondamentalement, il faut être capable d'à la fois ne pas chercher à plaire à tout prix, parce que ça c'est évidemment impossible quand on est dans notre position. On est plutôt à l'inverse, encore une fois un peu poil à gratter. Hein, donc on est plutôt des gens. On peut le faire avec le sourire évidemment, mais on peut quand même être. Voilà, je pense qu'il faut accepter de ne pas plaire à tout prix, de ne pas être aimé par tout le monde dans l'organisation, et en même temps d'avoir une intelligence
politiques, situationnelles, etc., qui permettent d'accompagner les projets jusqu'à leur réussite. Parce que voilà, on a tous connu, en tout cas moi j'en ai connu, des directeurs ou directrices de l'innovation tout feu tout flamme, mais tellement bulldozer qu'au bout d'un moment, l'organisation lui dit bon, oh, ça suffit parce qu'on a quand même un vrai travail à faire, t'es gentil, mais voilà. Et à l'inverse, des directions de l'innovation dirigées par des gens voulant tellement se mettre dans le mouvement et la culture de l'entreprise et le flow, j'allais dire, traditionnel du business, qu'en fait, ils n'apportaient aucune innovation puisque par définition, ils n'arrivaient pas à faire bouger. Donc voilà, il y a cette espèce d'équilibre qui est très difficile à décrire sur le papier. Je serais incapable de faire un profil de poste de ce type, mais il me semble que c'est à l'intersection finalement de ces deux compétences qu'on peut peut-être trouver des directions d'innovation et des directeurs d'innovation ou directrices d'innovation qui font bien leur job. Mais c'est très voilà, c'est vraiment une idée très générale. Sébastien, est-ce que tu as vu, toi, ce directeur d'innovation idéal dans ton expérience? En fait, effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas de profil idéal, profil type, mais en revanche, je pense qu'il y a des valeurs qui sont nécessaires. Alors, ça peut être, enfin, quand je dis valeurs, c'est un petit peu présomptueux, mais il y a quand même des qualités qu'on retrouve. Et oui, j'ai quelques exemples, je ne vais pas citer tout le monde. Je pense qu'il y a un caractère intuitif du directeur innovation. Il doit écouter et observer, être toujours dans une certaine forme d'empathie, de marché, entre guillemets, et détecter une certaine forme d'incohérence et se dire, oui, ça sert le dessin de l'entreprise à une vision long terme, etc. Donc ça, c'est l'intuition. Et puis après, derrière, se forger une conviction. Et ça ne se décrète pas. C'est là que les profils sont quand même assez atypiques en direction innovation. Et puis après, il y a certaines valeurs comme le courage et l'audace qu'on retrouve quand même de manière assez commune au sein des directions innovation, et le profil directeur innovation est évidemment normalement détenteur de ces éléments. Parce que c'est un acharnement. Enfin, le courage, il est plus que nécessaire. C'est un acharnement. Il faut être passionné. Il faut vivre pleinement cette matière à innovation pour se lever le matin en se disant, OK, je sais que je vais avoir des batailles. Et puis, c'est pas simplement le matin, c'est midi, soir, on a du mal à dormir. Bon, bref, c'est ça la réalité, hein, c'est ça le quotidien. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres directions qui ont cette mécanique. Néanmoins, c'est un acharnement. C'est une bataille vraiment, vraiment complexe. Oui, j'ai une sémantique un peu guerrière, mais la réalité, c'est que c'est vraiment une guerre. Alors, on l'appellera peut-être l'opiniâtreté. Alors, parce que, écoutez, on arrive au bout de ce webinaire, en l'occurrence. Je vois Judith quand même, il nous reste peut-être 8 minutes. Alors, peut-être on peut prendre une question, Judith, pour nos invités. Ok, avec plaisir. Donc, en fait, on nous demande comment vous suivez les impacts sociétaux et environnementaux des innovations. Ah, belle question. Qui veut prendre? Cécile? Julien? Oui, alors on a dans les critères ESG, il y a des mesures qui ont été réalisées. La difficulté, c'est de croiser les mesures qui sont identifiées, construites par telle ou telle entité. Et donc, en ce moment, on est dans un foisonnement de typologies de mesures, de critères ESG, etc. Et petit à petit, on est en train tous de converger vers, je dirais, des fonctions essentielles de ces critères. Et on va arriver à parler un langage commun. Mais c'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est en bonne voie. Julien, chez EDF? D'un point de vue global, chez EDF, on a une direction de l'impact qui ne dépend pas de la direction d'innovation et qui donc mesure tout ce que l'on fait en termes d'impact sur la base de critères principalement SBTI et donc qui sont très objectivés et très définis, qui sont publics. Donc on publie tout ça évidemment, tout un tas de rapports que vous pouvez consulter sur Internet. Et nous, si je recentre sur l'innovation, notre focus réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, fait que par définition, on est capable de mesurer l'impact de ce que l'on fait, puisque un, c'est toujours dans un angle de lutte contre le réchauffement climatique, et deux, sur un certain nombre de nos activités, nous sommes capables de mesurer l'impact CO2, c'est-à-dire retrait de CO2 ou non-émission de CO2, que vont apporter ces innovations ou qu'apportent ces innovations quand elles sont mises en production. Donc, pour nous, c'est pas très compliqué d'avoir cette mesure d'impact. Et d'ailleurs, c'est totalement anecdotique, mais il se trouve que
dans les startups que nous avons créées. Nous avons une startup qui fait de la mesure d'impact CO2 et du calcul de ces impacts-là, et que nous avons demandé à notre propre startup de nous appliquer sa méthodologie à nous, direction de l'innovation, pour qu'on aille jusqu'à mesurer nos propres émissions. Nous, direction de l'innovation, on est un toute petite direction à l'échelle d'EDF, mais ça nous intéressait aussi de s'appliquer ça jusqu'au bout. Donc voilà, notre point de départ étant la lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, de mesurer nos impacts. Judith, peut-être une dernière question et puis. Alors, on a une question sur ce qu'ils appellent, enfin, ce que l'auditeur appelle les réticences internes. Donc, en fait, quels freins rencontrez-vous au sein de vos organisations? Sébastien, tiens, toi qui mène des missions comme ça, l'organisation, elle est pour toi seule. Ceux-ci sont heureux. En fait, les réticences sont les mêmes que si l'auditeur a un projet personnel et qu'il en parle à son entourage. C'est les fameux mercenaires. Il y a toujours une raison de ne pas faire. Donc les réticences, elles sont malheureusement inhérentes à l'interaction humaine. Donc, si je réponds à la question de manière concrète, ça va être t'es gentil, mais continue à faire ton travail. C'est pas dans ta job description. Ça va être, mais cette idée-là, on y a déjà pensé 10 fois. Ça va être, écoute, comment tu vas faire, quel ROI? Moi, si je te donne 10 000 euros, qu'est-ce que tu me promets comme retour sur investissement? Moi, je ne vais pas prendre un risque sinon. Donc, les réticences, elles sont extrêmement diverses, extrêmement nombreuses, et je pense qu'elles rejoignent de près la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut, et je pense que c'est un petit peu en sous-jacent ce que Julien disait tout à l'heure, il y a un ROI majeur à tester des choses, c'est que justement cette acculturation à la prise de risque, cette acculturation à se dire que en fait le champ des possibles est infini et que l'objectif est très clair et tous les champs d'action sont envisageables, la place de l'innovation est sur l'ensemble de l'organisation. Ça, je pense que ce serait un grand nombre de réticences en moins. Et puis après, il y a des petits jeux qu'on peut inventer et se dire simplement qu'on n'a plus le droit de prononcer certaines phrases. Mais voilà, ces réticences-là, elles sont extrêmement diverses, elles sont très nombreuses. Et c'est pour ça qu'il faut du courage, parce qu'il faut, voilà, le petit truc quand on a une idée et qu'on nous dit dans la famille proche, dans les amis proches, t'es complètement barré, il faut du courage. Bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter là puisqu'il est 9h56 et on s'engage toujours avec nos auditeurs à terminer à l'heure. Moi, je retiens courage, opiniâtreté et curiosité. Voilà les trois mamelles, je dirais, de l'innovation. En tous les cas, merci à Cécile, merci à Julien, merci à Sébastien, merci à Judith pour l'organisation, pour ce webinaire sur l'innovation. Et bien, écoutez, au plaisir de vous retrouver au prochain webinaire Julie Storen. Et merci encore et très bonne journée à vous tous. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée.